Et c'est parce que on tarde à nommer les choses. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit s'exprimer sur le séparatisme de façon très générale. Il faut nommer les choses. Aujourd'hui, on a une difficulté avec un islamisme en France qui gagne du terrain. Cet épisode de Marie Cabrette en est un témoignage évident. Elle est menacée très spécifiquement par des terroristes islamistes. Vous parliez un peu plus tôt dans la présentation des événements que nous aurons à discuter, le port de la jupe. Aujourd'hui, c'est très clairement aussi une demande d'islamistes qui ne supportent pas et qui veulent imposer aux Français une façon de se vêtir. Il faut savoir nommer les choses et il faut savoir faire en sorte qu'une fois que ce soit nommé, on apporte des solutions. Moi, ce que je ne veux pas pour notre pays, c'est une dérive libanaise. La communautarisation de la France, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Et aujourd'hui, c'est le désir de ces islamistes de nous entraîner vers un archipel français, une séparation de communautés, en se menaçant les uns les autres. Et ça, je crois que le président de la République doit maintenant urgemment s'exprimer pour dire qu'il refuse le séparatisme islamiste, parce que c'est une dérive qui noirait la France et nous mettrait dans un conflit terrible. C'est quand même une formidable régression qu'on en soit aujourd'hui en France à se protéger parce qu'on publie une caricature. Enfin, il faut bien voir l'évolution de notre société aujourd'hui. Non, mais c'est pas qu'en France, c'est en Europe, mais c'est pas des hystériques et des fous partout. Ce sont des gens qui aujourd'hui ont un projet, et ils ont comme projet de scinder la société française en plusieurs communautés pour imposer leur agenda. Et la société se défend mal de ça, notamment parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas, encore une fois, expliquer et pointer du doigt. Non, il faut pointer du doigt les ennemis, l'ennemi de la France, qui est l'islamisme. Si on ne le dit pas, si on nomme pas les choses, on n'arrivera jamais à combattre cette difficulté. Qu'est-ce qui change pour les journalistes de Charlie Hebdo à la lumière du constat que vous faites? Ça permet d'ailleurs, il y aurait pu avoir un élan de l'ensemble des journaux qui reproduisent les caricatures pour montrer qu'en France, la liberté de la presse, elle était absolue et que c'était pas une minorité qui allait imposer à la presse française la publication de ces caricatures. Je les ai remis sur mon compte Twitter, que je partage ou non le bon goût ou mauvais goût de ces tweets. C'est un principe de liberté d'expression. Et aujourd'hui, en grande partie par trouille ou par volonté pour certains de couper la France en communauté parce qu'il y a un petit tambouille électoral à faire, on met le pays, la France, en danger. Et si vous voulez, sur cette histoire des EHPAD, parce qu'effectivement, il y a un manque de moyens flagrant, mais il n'y a pas que l'État. Les EHPAD ont été largement abandonnés à un secteur privé. Alors, je suis tout à fait favorable à la libre entreprise, mais il faudrait s'intéresser quand même aux profits réalisés par les EHPAD et à cette équation entre quelque chose qui est devenu extrêmement lucratif, qui se fait sur le dos de nos plus anciens, et je pense que l'État doit réguler un peu plus les choses. C'est avant tout la protection de nos aînés, c'est de la solidarité, et ça concerne la nation tout entière. Et je pense que la façon dont on a abandonné ça... les prix, par exemple, imposer, par exemple, un nombre de personnel minimal pour encadrer un nombre de personnes. Vous disiez 2,5 personnes, passer à 4 ou 4,5. Si l'État l'impose, ce sera une obligation et ça viendra sans doute impacter les marges. Mais je trouve un peu malsain d'avoir aujourd'hui un enrichissement important de ces groupes qui gèrent des EHPAD, alors qu'on voit bien que la façon dont ça a été géré était vraiment pas optimale. On a pu voir d'ailleurs des images pendant un moment où des gens étaient abandonnés, morts, et on mettait plusieurs jours pour récupérer et traiter dignement. Les procédures judiciaires sont lancées d'ailleurs. Voilà. Et donc là-dessus, l'État, au-delà de l'argent, c'est aussi une régulation plus importante parce que ça nous concerne tous et qu'on n'a pas le droit de se retrouver dans une situation où on isole de nouveau nos plus anciens. Ce serait abominable parce que c'est une double peine, comme vous le disiez tout à l'heure. Il existe aujourd'hui un mouvement islamiste en France qui, de façon tout à fait ouverte, avec les attentats de Charlie Hebdo, avec des agressions répétitives contre des jeunes femmes, ont décidé de soumettre la France, la population française, à leur vision de la société, qui est une vision rétrograde, où la femme n'a pas sa place à l'égal de l'homme. C'est l'islamisme. Mais il faut dire les choses. Et vous pensez que ce sont des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes qui considèrent que la jeune femme ne doit pas se mettre en jupe? Où est-ce qu'on a vu ça? Enfin, à un moment, que des hommes violents nommer les choses. Qu'importe les religions. Non, 3 hommes violents. Il n'y a pas 3 hommes violents qui viennent prendre une femme pour la traiter avec les mots qui ont été employés
employés par cette jeune femme, le témoignage qu'elle emploie, c'est clairement les mots utilisés par les islamistes. Enfin, c'est ce que reproche d'ailleurs Marika Brett, c'est la lâcheté collective de ne pas dire les choses. Nommons-les. On nomme les choses quand on le sait. Mais là, on le sait pas. Non, mais je suis désolé, c'est mon travail. De dire ce qu'on voit, c'est ce qui manque. Manuel Bompard. Ça, vous pouvez pas dire ça. Attendez. Et quand on parle de régression, dans les années 70, il y avait la mode des mini-jupes, il n'y avait pas de violence dans la rue, les femmes se faisaient pas taper dessus parce qu'elles étaient en mini-jupe. Donc, excusez-moi, on voit que le phénomène, il est récent et qu'il y a une forte augmentation de ce genre de choses et qu'il est intimement lié à une immigration massive et à une islamisation de la France. C'est des chiffres qui vont les uns avec les autres. Et derrière, vous ne pouvez pas mettre sur un pied d'égalité des violences faites aux femmes et le fait que des jeunes femmes décident de s'habiller protection. Comme ça. Je pense qu'à l'école, on devrait imposer une tenue uniformisée, garçons et filles, et effectivement, il n'y a pas de différence à faire, mais ça éviterait aussi la commercialisation à l'école. Vous avez aujourd'hui, dès le primaire, dans le collège, des jeunes gens qui vont se mettre en compétition pour qui aura la bonne paire de baskets, qui aura le dernier t-shirt à la mode, et quelque part imposer une forme de tenue qui soit un peu semblable les uns pour les autres. Ça permettrait à l'école de retrouver un espace où il n'y a pas de compétition liée à un enjeu commercial, mais uniquement une compétition sur l'aspect intellectuel de l'enseignement. Et je crois que pour le coup, qu'on l'appelle tenue républicaine ou quel que soit le nom qu'on l'appelle, avoir un discours qui impose aux jeunes gens de se retrouver dans un cadre où c'est uniformisé me semble une bonne chose. J'imagine que Jérôme Rivière, vous n'avez rien à ajouter de plus à ce que vient de dire Manuel Bompard. Si, ajouter que le bras d'honneur, c'est Xavier Bertrand qui le fait aux Français. Lorsqu'il était ministre du Travail, il a été celui qui a laissé passer et continuer la directive sur les travailleurs détachés. Il est celui qui a fait en sorte qu'on puisse délocaliser. Il a été celui qui a appuyé la totalité de cette politique de l'Union européenne qui a conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui et qui nous a permis de découvrir au moment du Covid que 97% de nos médicaments étaient fabriqués en Chine. La réalité, c'est qu'au moment où on donne de l'argent aux entreprises étrangères, on ne leur demande aucune contrepartie, alors que le gouvernement français pourrait demander des contreparties, et qu'aujourd'hui, en dehors des mots protectionnisme, relocalisation, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune politique qui vienne de le décider. Et j'avais été frappé la semaine dernière, lorsque le Premier ministre Castex est venu présenter son plan pour la France, le mot relocalisation n'a pas été prononcé. Il parlait d'aider les entreprises, il ne parlait pas de relocaliser. Alors, il y a plusieurs du gouvernement destinés à la relocalisation dans le plan de relance. Non mais destinés à, ils ne le font pas. Et on voit d'ailleurs que l'ensemble des politiques européennes continuent et on va continuer à délocaliser au détriment et sur les frais des contribuables français.